Le 14 février 1944, une forteresse volante américaine B-17, à l'issue d'une manœuvre désespérée, amérit violemment face à la citadelle de Calvi. Elle fut engloutie peu après dans les flots cristallins de la Méditerranée. Voici l'histoire d'un équipage de jeunes Américains aux commandes de Earl, un bombardier quadrimoteur type B-17 de la Seconde Guerre mondiale. La pointe de carbone du crayon glisse sur la page blanche, laissant son empreinte et remontant le temps. Dans une odeur mêlant le ciste et l'immortel, portée par une brise au goût de sel, les photographies, livres et articles nous entraînent aux côtés de ces pilotes et membres d'équipage à la reconquête de nos libertés. Le 11 novembre 2012, lors de la cérémonie commémorative de l'armistice de 1918, fut dévoilée en présence de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Charles H. Rifkin, la plaque qui rend hommage aux soldats américains morts à bord de ce bombardier B-17. Cette plaque était à l'origine immergée et apposée sur la carlingue de l'avion. Faisant l'objet de convoitises de la part de plongeurs peu respectueux, elle fut remontée à la surface et conservée quelque temps à la station océanographique de Starezo, toute proche. C'est là, sous la surface, par moins 28 mètres de profondeur, que se trouve l'épilogue de l'aventure tragique du B-17 42-31-044, baptisé par son équipage Earl. Le 14 février 1944, le B-17 Earl, appartenant à la 15e unité de l'Air Force, du 97e Bomber Group, décolle de la base de Foggia en Italie, pour son ultime mission. Sa destination, le bombardement de la gare de triage de Vérone. Les bombardiers B-17 Flying Fortress, similaires au Earl, ont été produits par Boeing de 1936 à 1945, à plus de 12 000 exemplaires. Une longueur de 23 mètres pour une envergure de 32 mètres avec un poids de près de 25 tonnes, il pouvait larguer jusqu'à 4 tonnes de bombes dans un rayon d'action supérieur à 3000 km. Il disposait d'une vitesse maximale de 460 km/h, apportée par la puissance cumulée de 4 moteurs Wright de 885 chevaux chacun. La présence de 13 mitrailleuses de défense RR et un équipage conséquent de 10 membres leur ont donné le surnom de forteresse volante. En vol, à 21 000 pieds aux côtés de son leader, la formation du Earl est intégrée à un important dispositif de combat, comprenant, outre les formations de bombardiers, des chasseurs P-47 en protection. L'ensemble se dirige déterminé en direction du nœud ferroviaire de Vérone. À l'approche de l'objectif, les formations effectuent un mouvement de rotation plus marqué pour atteindre et corriger l'angle d'attaque final. Le chargement de bombes et le poids du kérosène nécessaire au vol de retour ne permettent pas à ce dernier d'accélérer suffisamment. Il se retrouve ainsi quelque peu isolé. La chasse allemande est à l'affût. Comme une meute prête à en découdre, elle se jette sur les éléments les moins protégés en marge de la formation principale.
Les Messerschmitt Bf 109 arrivent de l'arrière à courte distance. Ils mitraillent les tôles de l'appareil de projectiles destructeurs et mortels. La situation du Hordid, en quelques instants, devient dramatique, avec 2 moteurs en feu et un 3e s'étouffant. Les salves ennemies neutralisent la tourelle de défense arrière. L'opérateur radio, le mitrailleur de sa bord sont morts, et celui de l'arrière n'a plus que la force d'informer par l'interphone de son agonie. Le mitrailleur ventral, lui aussi blessé, continue pourtant une action de défense héroïque, tandis que des P-47 américains arrivent bien à propos, en appui, et stoppent ainsi l'engagement. Accompagné d'un chasseur P-47 et après une rapide analyse de la position de l'appareil et la consultation des cartes, le navigateur donne un cap au pilote pour tenter de rejoindre la Corse et plus particulièrement la plaine de Calvi. Un appel à la tour de contrôle de Calvi informe l'équipage que la longueur de la plus importante piste est insuffisante pour recevoir un appareil endommagé de cette envergure. Bien qu'ayant 2 moteurs hors service, un premier passage est effectué pour évaluer la longueur du terrain. Se retrouvant de nouveau au-dessus de la mer, le pilote effectue au jugé son approche finale lorsque le 3e moteur s'arrête brusquement. Sans la puissance nécessaire à ce moment critique de l'approche et en perte immédiate d'altitude, l'amérissage est inéluctable. Il ne reste plus grand-chose à faire, sinon s'accrocher aux commandes. Le B-17 touche les flots face à la citadelle de Calvi. L'avion résiste à l'impact et ne se disloque pas, permettant ainsi, pendant les quelques minutes de flottaison, d'évacuer l'équipage, hormis les 2 mitrailleurs et le radio tué durant l'attaque. Rapidement, un bateau de sauvetage dépendant de l'Air Sea Rescue britannique rejoint l'équipage. Aujourd'hui, l'épave repose par moins 28 mètres. La carlingue, malgré l'impact, était initialement complète. À l'occasion de tentatives de renflouement, pour récupérer notamment l'aluminium de la carlingue, la partie arrière s'est désagrégée et repose bien plus à l'ouest. Le toit du cockpit, lui, a été arraché par une ancre bien des années après. Peu à peu, le bombardier subit l'outrage du temps et le passage des plongeurs. De nos jours, on peut observer le poste de pilotage sans le nez vitré qui a totalement disparu. Les sièges des pilotes, avec leurs plaques de blindage, quelques commandes restantes et les palonniers.
Les ailes sont intactes, supportant encore les 4 moteurs sans la plupart des hélices. Les pales restantes, pliées, témoignent de la violence de l'amérissage. Deux moteurs sont affaissés, permettant de voir les carters en étoile et les pistons. Sous la lumière de puissants phares, les éponges encroutantes et autres organismes fixés révèlent une multitude de couleurs de bleu profond au rouge écarlate. Ponctuellement, des embrasures laissent apparaître les tuyaux hydrauliques et les câbles. Coupés après l'enracinement des ailes. L'ouverture permet par l'arrière d'accéder à la soute à bombe. Le gouvernement des États-Unis a fait la promesse aux membres de ses forces armées que personne ne serait oublié. Ainsi, à la fin des années 60 et plus récemment, en novembre 2012, il a été tenté de récupérer les restes humains qui se trouvaient dans ou proche de l'épave. Il est ainsi déployé partout dans le monde des missions de recherche et de rapatriement des corps des soldats disparus. Le nom du programme de recherche est Until They Are Home, jusqu'à ce qu'ils soient à la maison.